Quand vous avez des victoires, tout le monde a envie d'y aller. Donc il faut des grandes victoires industrielles. Alors, ensuite, il faut les mettre en scène. Alors nous, on le fait, évidemment. On est une grande entreprise de mise en scène des victoires et des héros. Mais dans l'industrie, il faut des grands entrepreneurs aussi qui sont partis de rien et qui montrent que c'est possible. L'entrepreneur, il vit dans son aquarium. Son aquarium, c'est la France. Et la France, quand la France, au fond, a un pH qui devient un peu amer, on va dire, ce qui est le cas depuis la dissolution, l'entrepreneur est inévitablement touché. Bon, il le voit chez ses salariés, il le voit dans son entourage, il le voit dans son territoire. Il n'est pas immune à tout ça. Donc, ce que l'entrepreneur cherche et recherche, c'est quand même une stabilité. Donc, l'archaïsme français aujourd'hui, je pense qu'il est incontestablement lié à la manière dont on pense la progression de l'État-providence et son financement. Et la manière dont l'État-providence pèse ou non sur le grand rêve de tout le monde, qui est la prospérité de masse, au fond. Oui, moi j'ai toujours pensé que la Chine était un géant du numérique, évidemment. Ils nous ont surpris à tout moment. On l'a vu peut-être un peu tard, mais ça reste un sujet qui justifie le respect qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'ils ont un écosystème d'entrepreneurs de type tech, digital, qui est juste incroyable, quoi. La science européenne est une science extraordinaire. Malheureusement, elle atterrit peu dans l'économie. Elle atterrit dans les économies des autres. Il faut décarboner la planète, c'est juste incontestable. Au moins, le but est clair. Donc il faut électrifier l'industrie française. Il faut réinvestir des plateaux techniques complets sur les métiers de l'industrie qui avaient été démantelés dans les terribles années de la désindustrialisation. Ça demande un peu d'argent, il faut des profs. On les a pas, enfin il faut tout refaire. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois et demi, nous recevons un dirigeant d'entreprise qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique, via l'informatique quantique ou la réalité immersive, ou encore le spatial, les sciences de la vie ou des matériaux, les crypto-monnaies, la cybersécurité, la décarbonation. La combinaison de ces technologies, qui est la caractéristique de cette quatrième révolution industrielle, de cette hyper-transformation, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de développement des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter, que de se transformer en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA Partners que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et les impacts de cette technologie sociétale et révolutionnaire à l'œuvre. Après Olivier Duhat, Pascal Demurger et Augustin de Romanet en 2024, nous avons le plaisir de démarrer l'année 2025 avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Nicolas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien ? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler spécifiquement de l'hypertransformation d'une entreprise, mais de celle de toutes les entreprises françaises et plus globalement de l'économie tricolore qui doit faire face à des défis comme elle n'en a sans doute jamais connus auparavant. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous avez 62 ans et êtes un pur produit de l'establishment tricolore. Vous êtes haut fonctionnaire, avez eu plusieurs vies dans le public, puis dans le privé, notamment chez France Télécom et Capgemini. Vous dirigez BPI France depuis sa création il y a 12 ans. Vous êtes donné pour triple mission de décarboner le tissu industriel productif, de réindustrialiser la France et de redresser le commerce extérieur. Vous êtes féru d'alpinisme, d'histoire, de violon et de musique électronique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont la référence sur la désindustrialisation de la France en 2022 aux éditions Odile Jacob. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez définir BPI France ? On parle souvent du bras armé financier de l'État français. Vous refusez d'être réduit à une banque publique qui finance les entreprises. Vous voyez aussi comme un cabinet de conseil qui accompagne le développement des PME. Pour vous, BPI France est un éditeur d'entrepreneurs. Voilà, vous avez répondu. Effectivement, on a voulu créer une sorte de nouvelle catégorie d'entreprise qui accompagne les entrepreneurs de A à Z. Et donc, effectivement, il y a toute une boîte à outils financière, mais il y a également pas mal de capital humain et donc de conseils. Il y a également pas mal de capital psychologique, d'une certaine manière. On a toujours dit qu'on était une psychobanque et qu'on était là pour travailler finalement la confiance en soi de l'entrepreneur, son désir d'investir, son désir de se projeter vers le futur. Voilà.
Sachant qu'on est un métier, le métier de la banque, en fait, le métier du soutien financier, c'est un métier très freudien. Il faut que l'entrepreneur ait envie d'y aller. C'est le désir, comme vous dites. Bien sûr, un entrepreneur démoralisé, il dédoupe inévitablement sa cible. Donc on fait tout ça, et ça nous amène à faire par exemple 400 événements par an, avoir une grosse activité de communication et de réseaux sociaux. Grosse activité financière, bancaire, equity, garantie, direct, indirect, enfin c'est 60 milliards, 65 milliards par an. Et puis, en effet, vous avez raison de le dire, une grosse activité de conseil avec 10 000 missions de conseil par an. Vous parlez de désir d'entreprendre, désir d'investir. Vous avez récemment annoncé ou remarqué, déploré qu'il y avait une baisse de 10 points du désir d'investir des entrepreneurs. Comment on relève ce désir ? Comment on le recrée ? L'entrepreneur, il vit dans son aquarium. Son aquarium, c'est la France. Et la France, quand la France, un pH... qui devient un peu amer, on va dire, ce qui est le cas depuis la dissolution, l'entrepreneur est inévitablement touché. Bon, il le voit chez ses salariés, il le voit dans son entourage, il le voit dans son territoire. Il n'est pas immune à tout ça. Donc ce que l'entrepreneur cherche et recherche, c'est quand même une stabilité. Donc stabilité du paysage fiscal, stabilité de la philosophie politique aussi de son propre pays. Et donc il aimerait ne pas être ballotté par le retour régulier du débat anticapitaliste, pro-capitaliste, qui est quand même un débat d'un autre temps. Mais c'est facile pour vous de se fondre dans ce débat-là, notamment sur le désir d'investir, parce que on voit bien, vous l'avez dit depuis la dissolution, c'est quand même beaucoup plus chaotique, sauf que les paroles, c'est compliqué. Non, bien sûr. Donc moi, ce que je leur dis, c'est faites comme vos collègues, amis et voisins, donc les entrepreneurs allemands, les entrepreneurs italiens, les entrepreneurs néerlandais, les entrepreneurs suisses. Tout le monde a une grande volatilité de son paysage politique en ce moment. C'est pas spécifique à la France. On est à un moment qui est un moment de mûrissement et de maturation de l'équipe démocratique un peu partout en Europe. Et vous avez des communautés d'entrepreneurs dans tous ces pays qui sont parfois moins sensibles au paysage politique. Enfin, elles tracent en somme. C'est le cas d'ailleurs aux États-Unis aussi. Donc elles tracent. Elles se sont fixées un point GPS, on avance, on ne se retourne pas. Et on éteint la radio, on ne regarde pas forcément les émissions de télévision en continu, on se protège de tous ces commentateurs et puis on trace. Et c'est ce que je leur recommande. Récemment, vous avez lancé un appel aux chercheurs pour se lancer dans l'entrepreneuriat en disant en France, par rapport à d'autres pays, on a moins de PhD qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'ils franchissent le pas et qu'ils se lancent dans la création d'entreprises ? D'abord, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour la France, c'est que quand vous allez dans les universités, il y a 74 universités françaises, disons qu'il y a 25 grands pôles scientifiques bourrés de chercheurs potentiellement entrepreneurs. J'en profite pour dire d'ailleurs que la science mondiale est quand même encore beaucoup une science européenne. On est entouré de gens qui essaient de nous expliquer que l'Europe est finie, foutue, une vieille dame. C'est complètement faux. La science européenne est une science extraordinaire. Malheureusement, elle atterrit peu dans l'économie. Elle atterrit dans les économies des autres. Et c'est ça qui ne va pas. Je reviens à mon propos. Quand vous allez dans les universités et que vous faites des amphis pour expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat, expliquer quelle est la boîte à outils de la BPI, comment on va aider le chercheur à devenir entrepreneur, etc., les amphis sont blindés. Et donc il y a une aspiration. L'aggiornamento culturel du monde de la recherche est en train de se faire. Il est vraiment en train de se faire. Ensuite, il faut que ça soit en effet tout à fait efficace, fluide. On a une boîte à outils pour ça. Il y a des incitations. On a une première subvention qui s'appelle la bourse French Tech Lab qu'on accorde à des chercheurs qui sont encore en blouse blanche pour qu'ils commencent à travailler leur projet. Et puis ensuite, progressivement, on fait tomber la blouse. Et le chercheur devient entrepreneur. Et un jour, il est entrepreneur ex-chercheur. On le met en relation avec un manager. On a un produit, une prestation qui s'appelle Tandem. Et on crée la boîte. On organise le transfert de technologie de la manière la plus efficace qui soit, en se référant aux modèles les plus efficaces du monde, qui sont les modèles... Alors, c'est pas des modèles nationaux, il y a le modèle israélien qui est très intéressant, bien sûr, mais surtout, il y a des modèles par plaque universitaire, le modèle d'Oxford, le modèle de Stanford. Le modèle d'Harvard, par exemple, n'est pas forcément le meilleur modèle, c'est un modèle assez bureaucratique. Et donc, on va chercher les meilleures idées à l'extérieur, et on les injecte. Notre rêve, on a toujours un rêve, c'est qu'un jour viennent en France des délégations d'entrepreneurs deep tech mondiales qui se disent « Mais comment ils ont fait ces gens-là ? Comment ils ont fait pour qu'il y ait autant de transferts de techno vers le monde de la start-up deep tech ? On aimerait devenir la référence. »
Je disais en introduction que l'une de vos missions est de réindustrialiser la France. Alors, on va faire un gros focus sur cette partie-là. Alors la France s'est vidée de la moitié de ses usines et de ses ouvriers entre 1995 et 2015. La tendance s'était inversée ces quelques années, mais les dernières stats publiées par Trendéo sont inquiétantes avec de nouveau plus de fermetures d'usines que d'ouvertures, modulo plus d'extension qu'avant. Et c'est d'ailleurs ce qui vous rend plutôt confiant sur l'avenir. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est compte tenu de ce nouveau contexte, est-ce que la désindustrialisation est de retour ? Vous êtes contre le défaitisme ambiant. Pourquoi êtes-vous confiant ? Non, Encore confiant, je dirais. Non, mais je suis confiant parce que je ne suis pas défaitiste. On va dire des choses comme ça. Mais je suis parfaitement lucide. C'est une bataille gigantesque. C'est une bataille d'attrition. Ça ressemble un peu au front de l'Ukraine. Donc il faut vraiment beaucoup de moyens, beaucoup d'armement et beaucoup de détermination et d'alignement des sociétés. Si on veut, on peut. Et c'est sûr que si on commence à être divisé, si on commence effectivement à poser le sac dès qu'une usine ferme, on n'y arrivera jamais. La vérité, c'est que pour l'instant, on a réussi à la stopper, cette année des industrialisations. On n'a pas encore enclenché complètement un mouvement de réindustrialisation au sens où il y aurait couverture de la France avec un blanc manteau de nouvelles usines. On le fait, mais simplement, il y a effectivement des usines qui continuent de fermer. La semaine dernière, c'était la dernière usine Saupiquet, par exemple. Donc, vous voyez, mais l'économie, c'est plastique, donc au fond, c'est assez normal qu'il y ait des choses qui ferment et qu'il y ait des choses qui ouvrent. Ce qui compte, c'est que le delta finisse par nous permettre de revenir à 12% du PIB. Mais 12% du PIB contre 10% aujourd'hui, ça veut dire quand même... 10 ans. On dit, minimum. Ça veut dire qu'il faut créer 500 000 emplois. Et puis surtout, il faut également électrifier tout ça. Donc il faut beaucoup de PR. Donc c'est un chantier qui est un chantier himalayen, mais qui est à la portée de la France. Voilà. Il faut que nos produits soient bons. Il faut que notre compétitivité prix soit bonne, ce qui repose la question du mode de financement de l'État-providence, bien sûr, avec tout le débat en cours sur la question de savoir si on le finance par de la TVA sociale ou pas. Mais encore une fois, si on sait jouer cette partie de manière ordonnée, on a la science qui nous permet de faire monter les usines sur les nouveaux produits du futur dont la planète a besoin. Alors, sur cette question de la réindustrialisation, Augustin de Romanet, le précédent invité du podcast, a une interrogation pour vous. Bonjour Nicolas. En 1960, le général de Gaulle avait demandé à messieurs Rueff et Armand d'examiner les situations de fait ou de droit qui constituaient d'une manière injustifiée un obstacle à l'expansion de l'économie. Et effectivement, le premier chapitre de leur rapport est consacré aux scléroses et au blocage de notre système économique. Si on te demandait aujourd'hui de dire quels sont les principaux obstacles à la réindustrialisation de la France, quelles seraient tes principales têtes de chapitre ? Merci beaucoup. Merci Augustin. Alors, bon, il y a un non-dit dans le rapport Rueff-Armand. C'est que la première chose que le président de la République à l'époque, le général de Gaulle, a faite, c'est qu'il a dévalué. Ce qu'on ne peut plus faire. Ce qu'on ne peut plus faire, voilà. Et c'était quand même très efficace, cette histoire de dévaluation. Alors, c'est sûr que ça a dévalué la valeur du capital français aussi, mais c'était complètement invisible. Et c'est comme ça qu'on finançait la progression inarrêtable du modèle social français, qui commençait d'ailleurs à l'époque en 1958, qui n'en était qu'à ses débuts. Ensuite, la France était complètement archaïque. Et donc, il a fallu et elle est restée en réalité très 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 longtemps. Donc on peut dire que Rueff a commencé à faire bouger un certain nombre de choses. Bon. Mais les années 60 étaient des années encore tout à fait archaïques. 70, on a commencé à détendre un peu le sujet. Et puis la France a commencé à réellement s'ouvrir après l'acte unique de 1986 en fait. C'est venu beaucoup plus tard, quasiment 20 ans après le rapport Rueff-Armand. Question, est-ce que la France est archaïque aujourd'hui en fait, c'est ça la question implicite. Et comment et pourquoi et comment et pourquoi on va se le dire, le problème de la France, c'est qu'elle est toujours un peu archaïque quelque part. D'autres pays européens le sont à leur manière aussi, chacun a l'hystérésis de sa propre histoire. Donc l'archaïsme français aujourd'hui, je pense qu'il est incontestablement lié à la manière dont on pense la progression de l'État-providence et son financement. Et la manière dont l'État-providence pèse ou non sur... le grand rêve de tout le monde, qui est la prospérité de masse, au fond. On n'a toujours pas trouvé la solution pour rendre compatible un État-providence généreux et une prospérité de masse. On est encore dans ce qui était un des problèmes du pays à l'époque, et qu'il est resté longtemps, dans un État-providence qui court plus vite que la musique, court plus vite que l'économie.
Et donc il pèse terriblement. Vous savez, il suffit de discuter avec un artisan dans un territoire, comme c'était mon cas le week-end dernier en Bretagne. L'artisan nous dit, il est hors de question que je me développe. Et parce que si je me développe, je suis mort. Parce que je dois recruter, le coût du travail va me détruire mes équilibres. J'aurai un bénéfice marginal qui sera extrêmement faible. Et donc le retour marginal pour le tout petit entrepreneur, celui qui irrigue le territoire, d'un vrai projet de développement, ce retour marginal est très très faible. Insuffisant en tout cas pour pouvoir le faire. Il est très faible parce qu'en fait on se paye tous les archaïsmes du moment. Vous ne cessez de dire que, et vous n'êtes pas le seul, qu'il y a énormément de secteurs d'avenir dans lesquels l'industrie française peut investir, doit se développer. On pense évidemment au nucléaire, à l'aéronautique, aux semi-conducteurs, aux batteries électriques, aux hydrolyseurs, l'informatique quantique. Parmi tout cela, lesquels vous semblent avoir le plus d'avenir sur le territoire national ? Tout ce que vous avez cité là représentera pendant encore de nombreuses années de toutes petites choses. Ouais, donc il ne faut pas faire trop rêver non plus. Bien sûr qu'on est en train de construire des usines de fabrication d'ordinateurs quantiques, mais enfin c'est pas ça qui va créer des centaines de milliers d'emplois dans les 3-4 ans qui viennent. Ce que vous dites pour arriver à 12% du PIB, il faut créer 500 000 emplois. Où est-ce qu'ils vont aller ces 500 000 emplois ? Et c'est ça qui est frappant, c'est que c'est dans tout. Ça peut être de l'alimentation pour animaux, ça peut être, je sais pas, l'autre jour je faisais une conférence et justement pour répondre à cette question, j'avais pris le listing des usines qu'on avait ouvertes en 2024. C'est un poème. Parce que vous avez de tout, absolument de tout. Et donc je ne peux pas résumer, en somme. Des très grandes filières, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il va y avoir une nouvelle filière automobile ? Bon, ça, non, honnêtement, je ne vois pas. En revanche, c'est une somme de petits tout plutôt qu'un grand tout. Oui, exactement. Et dans tous les secteurs. Donc beaucoup de biotech, de medtech, beaucoup de nouvelles agroalimentaires, beaucoup de transition énergétique, les green tech qui finissent par créer des magnifiques boîtes de pompes à chaleur, par exemple, tout simplement. Et alors ensuite, il y a des filières qui vont recréer beaucoup d'emplois, comme par exemple la filière nucléaire. Il y a la défense. Évidemment, puisqu'on va réarmer, inévitable. La paix qu'on finira par signer en Ukraine aura de toute façon une conséquence qui est qu'il va falloir augmenter massivement nos budgets de défense. Et donc, vous savez, les PME qui travaillent pour la défense, par exemple, il y en a 4000. Les PME qui travaillent pour le monde du nucléaire, il y en a grosso modo 7 à 800. Eh ben, elles vont se développer. Vous disiez l'industrie automobile. Est-ce qu'on a perdu la bataille de l'automobile ? Est-ce qu'on l'a définitivement laissée aux Chinois ? Non, rien n'est jamais définitif, mais simplement, on a sous-estimé ce qui était en train, de manière un peu invisible, d'être accompli magnifiquement par les Chinois dans les années, grosso modo, 2018-2022, pré-Covid et puis pendant le Covid. Et donc, c'est avec stupéfaction qu'on voit débouler des technos qui sont absolument remarquables. Et qu'on n'a pas vu venir, ou qu'on n'a pas voulu voir. Donc, on n'a pas vu venir. Non, franchement, dans la chimie des batteries, on n'a pas vu qu'ils allaient aussi vite. Dans l'intégration complète de la chaîne de la valeur automobile, depuis les inverteurs, le moteur électrique, les plateformes, on n'a pas vu. On a été assez stupéfait de voir que Huawei, qui était banni du secteur des télécoms en Europe et aux États-Unis, devenait... Même pas mal, très rapidement devenait une magnifique entreprise de mobilité électrique. Et donc, donc les écailles nous sont tombées des yeux quand même. Et on doit dire aujourd'hui que le pays émergent en matière automobile, c'est nous, et le pays développé, c'est eux. Voilà. Et donc, il faut qu'on fasse ce qu'ils nous ont fait dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on leur impose de s'implanter chez nous, de faire des JV, de nous transférer des technos, de nous permettre de rattraper le retard, en fait. Il faut qu'on monte les barrières douanières sur à peu près tout. Et qu'on tire les conséquences du retard qu'on a pris, finalement, en peu de temps. Ça va tellement vite. C'était très, très vite. Incroyable. C'est comme sur le spatial avec Musk. En quelques années... Et c'est pas fini. Et en quelques années, 4-5 ans... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait en termes de rythmique dans les années 80. Est-ce qu'on s'apprête à vivre la même chose sur l'IA ? Je dis ça alors que la France fait son sommet de l'IA là. Et on a vu il y a quelques semaines la déferlante DeepSeek chinoise qui rebat les cartes et qui se dit que tout ce qu'on savait ou qu'on croyait savoir sur l'IA peut-être est erroné. Est-ce qu'on est en train de vivre la même révolution dans l'intelligence artificielle avec la Chine ? Oui, moi j'ai toujours pensé que la Chine était un géant du numérique, évidemment. Ils nous ont surpris à tout moment. Et là aussi,
on l'a vu peut-être un peu tard, mais ça reste un sujet qui justifie le respect qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'ils ont un écosystème d'entrepreneurs de type tech, digital, qui est juste incroyable, quoi. Et c'est pas une décision du Parti communiste chinois qui fait qu'un jour on crée DeepSeek, ou qu'on crée TikTok. C'est juste qu'ils ont des entrepreneurs incroyables. Donc à nous d'être aussi bons. Alors ensuite, DeepSeek, bon, nous on a une chance, grande chance en Europe, d'avoir quand même un modèle LLM transformer de qualité avec beaucoup des éléments qui font l'intelligence de DeepSeek, c'est Mistral. Parce que pourquoi Mistral reste compétitif alors qu'ils ont beaucoup moins de moyens? C'est exactement les mêmes raisons que pour DeepSeek. C'est-à-dire qu'ils ont inventé quantité de petites solutions malignes de contournement de la force brute. Et donc, il faut faire travailler Mistral. Si au fond j'ai un message... Oui, parce qu'il n'y a que les Français qui les font travailler aujourd'hui, quasiment. Oui, alors, mais pourtant c'est la seule plateforme européenne. Aleph Alpha est mort et il n'y en aura pas d'autre. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de patriotisme européen. Alors qu'il y a un patriotisme américain et évidemment chinois, et avant japonais. Voilà, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre du patriotisme, mais il n'y a pas ce réflexe de puissance qui consiste à se dire je vais acheter le full stack de telle entreprise de software européenne et tant pis pour la tentation naturelle qu'ont mes collaborateurs d'aller prendre de la solution américaine. Oui, ça, il n'y a pas, je suis d'accord. Maintenant, il faut que les gens sachent qu'un jour, on n'aura plus que nos larmes pour regretter de ne pas avoir relevé le gant au bon moment. Il est encore possible, avec encore une fois Mistral, d'avoir une maison européenne magnifique qui fait des petits modèles, donc ce n'est pas les modèles généraux, mais des modèles compétitifs, ultra utiles dans le monde du corporate. Pour réindustrialiser, il faut des ouvriers, certes de plus en plus qualifiés et technologiques, à mettre dans les usines. Or, la moitié des diplômés de formation au métier industriel ne rejoignent pas l'industrie à la fin de leurs études. Comment créer ce désir d'industrie chez les jeunes pour qui l'usine du 21e siècle ressemble à tort à Germinal de Zola? Oui, bon, Zola fini, déjà on va se le dire. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on a créé, nous, la marque French Fab, vous savez, le coq bleu, c'est qu'on voulait faire mourir la marque Zola, une bonne fois pour toutes. Quand vous allez dans les usines de France, Zola, c'est plus... C'est celle blanche. C'est vraiment plus le sujet, quoi. Non, moi je pense que c'est toujours pareil, là on travaille la psychologie collective, il faut des victoires. Quand vous avez des victoires, tout le monde a envie d'y aller. Donc il faut des grandes victoires industrielles. Alors, ensuite, il faut les mettre en scène. C'est big, notamment big. Alors nous on le fait, évidemment. Je reviens à mon propos liminaire, on est une grande entreprise de mise en scène des victoires et des héros. Mais dans l'industrie, il faut des grands entrepreneurs aussi qui sont partis de rien et qui montrent que c'est possible. Malheureusement, la dernière fois que vous avez eu un entrepreneur de l'industrie qui est parti de rien et qui a monté un groupe qui portait sa marque et qui faisait rêver tout le monde, c'était Jean-Luc Lagardère. Donc c'était quand même assez loin. Voilà. Les grands héros récents, incarnants, etc., sont plutôt dans le monde du digital. Il y a eu la pharma, mais c'était pas chez nous, donc c'était... Et c'est parti, quand c'était chez nous, c'est parti. Et alors, oui, non, mais c'est surtout autour du Covid, donc ça a été en Allemagne. Oui, Bancel, vous avez raison, oui, bien sûr. Un Français qui a monté Moderna, mais qui l'a monté aux États-Unis. Mais il l'a monté avant avant la crise. Non, mais c'est surtout avant les 10 dernières années qui ont été des années entrepreneuriales formidables pour la France. Lui, il vient d'un monde qui était le monde de la fin des années 2010. Donc il faut des héros, voilà. Et il va y en avoir. Il faut les aider. Et voilà. Alors ensuite, c'est presque un crève-cœur de voir que la moitié des ingénieurs n'ont pas envie de travailler dans l'industrie, parce que la vérité, c'est qu'il y a quantité de Français qui, quand on leur montre vraiment ce qu'est l'industrie, se disent « Mais mon Dieu, mais c'est ça que je veux, moi. C'est ça qu'il me fallait. Je n'ai pas du tout envie d'être devant un écran toute ma vie, moi. J'ai envie d'être debout, physique, complet, 360 degrés, la tête et les jambes. C'est ça, l'industrie. » Il y a énormément de Français qui n'aspirent qu'à ça. Mais sans le savoir, véritablement. Mais sans vraiment le savoir. Donc, sans qu'on leur dise aussi. Donc le travail de pédagogie qu'on essaie de faire... Parce que vous faites la pédagogie, mais qu'est-ce qui manque pour que tout le monde s'y mette? Je pense notamment au gouvernement. Je veux dire, le gouvernement ne fait pas de pédagogie sur le désir d'industrie au sein de l'éducation nationale. Alors l'éducation nationale commence légèrement à changer. Quand j'ai publié mon bouquin, j'étais très frappé de voir qu'on m'a invité à plusieurs reprises à parler devant le Cénacle des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, par exemple, qui tient le ministère en réalité, qui voulait vraiment comprendre et s'intéresser au sujet. Donc, et vous avez des recteurs qui sont très sensibilisés au sujet, aussi pas tous, mais vous en avez qui le sont vraiment. Quand on fait nos opérations collège dans les usines, on a vraiment la collaboration maintenant des recteurs. Et donc on fait chaque année une tournée de la French Fab avec nos bus. On a des bus bleus avec notre coq bleu. Il n'y a pas la marque BPI là-dessus. C'est pas du tout une marque BPI, c'est vraiment un mouvement national. Et ça permet de drainer des milliers de collégiens qu'on emmène dans les usines et qui sont intéressés, honnêtement.
La réforme de l'apprentissage est une des plus importantes réformes récentes. Et à venir, on espère celle des lycées technologiques qui devrait peut-être apporter une pierre supplémentaire. On a plutôt l'impression qu'elle est un peu en stand-by ou en pause. Alors, bon, il y a effectivement des initiatives importantes qui ont été prises l'année dernière autour de la réforme de l'enseignement professionnel. J'en entends moins parler, je suis d'accord avec vous. Elle se fera progressivement. Il faut réinvestir des plateaux techniques complets sur les métiers de l'industrie qui avaient été démantelés dans les terribles années de la désindustrialisation. Ça demande un peu d'argent, il faut des profs. On les a pas, enfin, il faut tout refaire. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, l'électrification de l'industrie française est une des grandes priorités des années à venir. Fin 2026, BPI France aura dépensé quelques 55 milliards d'euros pour permettre l'électrification du parc industriel. Là encore, le défi est taille. Compte tenu de la toujours très grande dépendance de la France aux énergies fossiles, de la difficulté de relancer la filière nucléaire ou encore des écarts de prix, je pense au pétrole, au gaz, au fioul versus l'électricité, entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que sur ce terrain-là, on va y arriver ? Alors, il faut y arriver, parce que de toute façon, il faut arrêter de produire du carbone. Sinon... Enfin, je veux dire, ça va mal finir pour la planète. Donc, il faut décarboner la planète. C'est juste incontestable. Au moins, le but est clair. Donc, il faut électrifier l'industrie française. Pour résumer, une PME peut se payer aujourd'hui, grosso modo, les 60-65 euros de coût de l'électricité en France, à condition que, dans le même temps, elle fasse tout le travail d'économie d'énergie dans son process de production. Il faut les deux. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un porte-à-porte de masse des PME et on leur vend à la fois la technologie de l'énergie décarbonée. La technologie de l'énergie décarbonée avec des bureaux d'études, des prestations de conseil, etc., des diagnostics qu'on a montés avec l'ADEME, et les instruments de financement leur permettant de financer tout ça. C'est ça qu'on fait. Donc on a une boîte à outils qui est assez unique en Europe en réalité. Et si on fait tout ça, à ce moment-là, la PME peut se payer le 65 euros. Et la grande entreprise ? La grande entreprise, ça dépend. Si elle est électro-intensive, il faut que... Alors, il y a tout le monde de la chimie. C'est très variable en réalité. Vous voyez que la chimie allemande est en train de partir beaucoup aux États-Unis parce qu'elle ne peut plus se payer le prix de l'électricité renouvelable en Allemagne. La chimie française, vous regardez les deux grandes sociétés qui sont Arkema et qui sont SNL, pour l'instant elle ne bouge pas, parce qu'elle s'est mise sur des spécialités, qu'elle vend plus cher, donc elle peut se payer le prix de l'énergie français. Alors, vous le disiez aussi, notre capacité à réindustrialiser la France dépendra aussi de notre manière, de la capacité qu'on aura de construire ces mini-réacteurs nucléaires de nouvelle génération. On a l'impression que là aussi, depuis la dissolution, depuis que la France s'est mise sur pause il y a quelques mois, on a une forme d'attentisme sur le financement de la construction de ces mini-réacteurs nucléaires. Est-ce qu'on est enlisé ou est-ce que là, on peut voir un peu d'espoir et une lumière verte à la sortie du tunnel ? En fait, sur CSMR, il y a grosso modo 4 ou 5 technos compétitives. Et depuis, en effet, la fin du printemps dernier, donc ça ne se dit pas trop dans la presse, mais il y a un énorme débat dans la nucléocratie française sur quelle est la techno qu'on doit privilégier, on ne pourra pas toutes les soutenir. Et on attend un peu la conclusion de ce débat pour pouvoir avancer. Voilà, où on en est aujourd'hui. Et ça se traduira par un haut conseil de politique nucléaire présidé par le président de la République, dont la date n'est pas encore fixée. Mais ce que vous nous dites, donc, ce n'est pas un débat financier, c'est un débat technologique, de choix de technologie. Aujourd'hui, en ce moment, c'est un débat techno. Okay. Et on a le temps de prendre ce temps de ce débat ? On a le temps de rien, en fait. Ouais. Donc, ça dure un peu trop, je trouve. Ok. Juste un petit point sur Insect, fleuron de la French Tech et symbole de la réindustrialisation, qui est au bord de la cessation de paiement. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'on a loupé dans le process avec cette formidable boîte, ce formidable espoir qui était Insect, et qui est toujours Insect ? C'est toute la difficulté à faire de l'industrie en réalité. C'est-à-dire que donc vous avez un projet techniquement de très très haut niveau, vraiment un fleuron. Vous décidez de monter une usine verticale et pas horizontale, donc un peu plus coûteuse que prévu. Pour cette usine, comme pour quantité d'usines que vous construisez, les devis dérapent. Pas seulement parce que c'est une start-up. Vous avez que chez Stellantis et chez Mercedes, quand vous construisez une gigafactory de batterie, les devis dérapent aussi. La nouvelle industrie, par définition, c'est un monde inconnu. Et donc, vous êtes constamment surpris par la complexité de ce que vous avez lancé. Donc, l'usine a coûté plus cher. Ensuite,
Quand vous construisez tout ça, vous êtes sur des hypothèses de marché, sur des produits, avec des clients qui vont vous acheter votre produit, et puis vous découvrez progressivement que les clients Ils ne sont pas matures. Et les clients ne sont pas matures non plus, et ils vont l'être, mais ça prend du temps. Donc derrière tout ça, c'est le coût du temps. Les vallées de la mort se succèdent, il y en a beaucoup, et elles sont longues. Donc ça, la leçon, je veux dire, de tout ça, on verra ce qui se passe pour Insect, hein, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est que la réindustrialisation, elle va coûter très très cher. Très très cher, parce que les vallées de la mort sont longues, très longues, et puis qu'il y en a plusieurs. Hein. Et quand ça sort, vous pouvez faire un Dassault. Vous pouvez faire des entreprises magnifiques. Mais il ne faut pas sous-estimer le besoin de capital. Et le capital privé, le capital public, bon, on l'a quand même beaucoup exposé. Oui. Le capital privé, pour des défis de cette nature-là, il n'est pas forcément extraordinairement disponible. Ce que vous dites souvent aussi, c'est qu'il faut qu'une culture du risque qui nous manque en France. Donc d'accepter de prendre des risques, peut-être trop de risques parfois. Quand ça paye, c'est très bien, mais parfois ça casse. Alors, c'est plutôt européen que français, cette affaire. Hein. C'est toute l'Europe qui a un problème avec le risque. Elle a un problème avec le risque software, le risque digital, mais elle a un gros problème avec le risque industriel dans ce moment qu'on vit, qui est un moment de réinvention de l'industrie. Ça, c'est un énorme problème. Alors ensuite, pourquoi ? Les grandes poches de capitaux, elles sont détenues par les compagnies d'assurance qui sont elles-mêmes tenues par des normes qui sont beaucoup, beaucoup trop prudentielles. Par les fonds de pension, mais il n'y en a pas beaucoup en Europe. Par les familles, il y a beaucoup de familles richissimes, mais les familles richissimes européennes investissent peu dans le risque finalement. Hein. Quand elles sont devenues richissimes, on est dans la préservation. Et donc, c'est beaucoup d'immobilier. C'est beaucoup d'investissements dans la technologie californienne, mais pas dans la technologie européenne. C'est un énorme problème. Donc l'appel que je lance régulièrement, c'est Européens, Européennes, quand vous avez fait votre pelote et que vous avez un family office, mettez une verticale de votre family office dans le financement de la techno européenne. Pas que dans la techno américaine. S'il vous plaît. Alors notre point de la stratégie française de réindustrialisation porte sur la relocalisation de production pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui ont fait défaut pendant le Covid. 4 ans après le début de la pandémie, avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui sur le sujet, quelles activités relocaliser et à quelles autres, un temps envisagé, doit-on renoncer par efficacité, rationalité ou capacité de financement ? Moi, j'étais surpris par l'envol du débat sur la relocalisation, la fin de la mondialisation, etc. J'y ai jamais cru. Il faut voir ce qu'est l'efficacité d'une usine en Asie. Donc, il y a quantité de choses qui sont juste pas relocalisables. Patron de Michelin l'a dit récemment, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, il faut pas non plus être Don Quichotte face à des moulins. Il faut localiser les nouvelles inventions. C'est-à-dire la science qui sort de nos universités, qui produit des objets nouveaux, le quantique en particulier, mais c'est juste pour donner une idée, mais il y a quantité de choses, doit tenter de se localiser en Europe. Alors, il y a quand même quelques relocalisations, en effet, possibles, mais il ne faut pas se cacher que la relocalisation n'est possible que s'il y a un minimum d'argent public aussi. Elle est nécessaire sur les médicaments, par exemple. Un certain nombre de molécules fondamentales, de médicaments essentiels. Donc, c'est des annonces très importantes qui ont été faites le mois dernier. Et BPI France est à la manœuvre là-dessus. Donc, on est au capital de Séquence, qui fait le principe actif du Doliprane, et qui a permis de sécuriser l'usine de Roussillon. Et ça, on le fait régulièrement. Mais c'est dans des cas assez particuliers où, pour des raisons de souveraineté, il faut qu'on garde chez nous la capacité de production. Vous dites donc finalement c'est un débat plus politique qu'un débat économique. D'ailleurs, il y a un récent sondage, je pense que vous l'avez vu, OpinionWay, selon lequel 94% des entreprises installées à l'étranger disent ne pas vouloir revenir en France, qui est en hausse de 6 points en un an. Et même pire, je dirais, si 43% des entreprises de plus de 250 salariés concernées y réfléchissaient il y a un an, elles ne sont plus que 2% à réfléchir pour se réinstaller en France. Oui, ça c'est un sondage qui est intéressant, qui montre bien qu'on est dans une matière ultra psychologique. C'est-à-dire que quand vous êtes un entrepreneur, vous avez construit un certain nombre de facilités de production à l'étranger, vous avez été obligé de le faire souvent par vos clients, vos grands donneurs d'ordre, vous l'avez fait, et vous vous dites, est-ce que je pourrais pas quand même tenter de remettre une unité en France, etc. Vous ne le faites que si vous êtes sûr que l'environnement restera pro-business très durablement. Mais vraiment carrément pro-business. Et c'est sûr que depuis la dissolution, il y a pu avoir un doute. Donc moi je comprends ce que disent ces entrepreneurs-là. Maintenant c'est volatile, ça peut rechanger. On a vu l'écart en un an du fait de la situation politique et de l'ambiance, de l'atmosphère, du sens du vent.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. On a vu réapparaître, encore une fois, une espèce de vocifération anti-entrepreneur. Et après, il ne faut pas s'étonner que la motivation de certains d'entre eux à faire monter les usines en France soit plus faible. Alors, seconde intervention extérieure, c'est une tradition dans ce podcast. La question qui porte sur la décarbonation de l'économie vous est posée par Marion Canon, qui est Managing Director chez SIA. On l'écoute et vous répondez ensuite. Bonjour Nicolas, j'ai une question pour vous. Alors que la prise de conscience des enjeux environnementaux est de plus en plus affirmée chez les dirigeants d'entreprise, la complexité des démarches administratives et le poids des normes réglementaires constituent un immense frein à l'action et à la décarbonation de l'économie. On parle depuis des années de choc de simplification, de droit à l'erreur ou de débureaucratisation. Mais concrètement, que faut-il faire pour que les entreprises, et plus particulièrement les TPE-PME, s'engagent pleinement et réussissent leur transition environnementale ? Il y a 1000 choses à faire. D'abord, il faut toujours resituer le diagnostic que vous portez dans son contexte européen, hein, mais même américain d'ailleurs, parce que je peux vous dire que quand on construit une gigafactory de batteries aux États-Unis, c'est quand même l'enfer. Hein. C'est d'abord 2 fois plus cher qu'en Europe, si c'est pas 3 fois plus cher, et les contraintes normatives sont également très, très importantes. Hein. Donc il ne faut pas... Bon, encore une fois, c'est toujours une affaire de psychologie, donc de simplification. La vérité, c'est que c'est partout dans le monde que le capitalisme est complètement asphyxié par les normes. C'est à peu près partout, et c'est pas nouveau. Donc c'est pas spécifiquement français. La France est assez remarquable. Hein. Champion du monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas une distance gigantesque non plus. Hein. Bon. Par rapport à l'Allemagne, par exemple. Hein, l'Allemagne a un grand débat en ce moment sur la question de la simplification. Donc non, je pense qu'un agenda global transverse de simplification, genre grand soir, j'y crois pas, parce que on est dans des sociétés complexes et démocratiques qui font remonter de tous côtés en même temps une demande constante de normes et donc de rangement de la société. En revanche, ce à quoi je crois, c'est ce qu'on a réussi à faire pour Notre-Dame, ce qu'on avait fait pour le parc Disney à l'époque, ce qu'on avait fait pour l'usine Toyota à Valenciennes. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, on décide de s'affranchir de tout ça. Hein, et on fait une sorte de zone franche qui nous permet de foncer. Or, dans pas mal de sujets qui sont liés à la transition énergétique, des grands parcs éoliens, des grands parcs photovoltaïques, le nucléaire, etc., il faut foncer, donc il faut s'affranchir. Et ça, c'est possible. C'est une décision politique à la base. C'est une décision politique, législative. Hein, donc, il y a un vrai débat parlementaire sur le sujet. Est-ce qu'on décide de foncer ? Est-ce qu'on décide de gagner 3-4 ans ? Bon. Il y a d'autres sujets sur lesquels, là, pour le coup, il faut une vraie réforme européenne. Je pense en particulier au biocontrôle. Prenez le biocontrôle. Malheureusement, toutes les startups de biocontrôle que la BPI finance finissent là, pour le coup, au Canada. Parce que les autorisations de mise sur le marché prennent 4-5 ans et pas 9 ans. Hein. Elles prennent 9 ans en France parce qu'elles prennent 9 ans en Europe. Et ça, il faut que ça change. Donc il faut d'abord le verbaliser, ce que je fais là, mais il faut le faire à peu près systématiquement. Et il faut arrêter de suradministrer le sujet. Il faut fixer ses buts de guerre. Et vous y croyez, vous, au test PME pour évaluer l'impact d'une nouvelle norme ? Oui, je ne vois pas trop la différence avec la PME attitude de Raffarin il y a 20 ans. Mais non, mais de toute façon, SIA Partner est bien au courant du sujet, puisque je pense que SIA fait beaucoup de conseils en lean management. Qu'est-ce que c'est que le lean management ? Le lean management, ça consiste à passer tous les jours l'aspirateur à absurdité, qui tombe, parce que l'absurdité tombe comme une poussière invisible sur les entreprises, tout le temps. Et donc, il faut l'aspirer, cette poussière. Ça s'appelle le lean, avec le vision management tous les matins, les stand-up meetings, les déambulations des managers, etc. Bon, cette discipline-là, elle est fondamentale. Et ben, c'est la même chose pour les normes. Les normes, elles tombent tous les matins. C'est comme de la poussière. Et donc, il faut le lean de la norme. Et le test PME, au fond, moi, je trouve que c'est une idée de bon sens. Ça consiste à se dire... Ce que je fais là, est-ce que ça va détruire les emplois dans la PME ou pas ? Hein ? Vous pourriez l'appeler et les emplois dans tout ça. Hein ? Et c'est plutôt sain de se poser cette question à chaque fois que vous faites une norme. Est-ce qu'il faut, selon vous, un DOGE, un département dédié à l'efficacité gouvernementale du type de celui qui est confié à Elon Musk dans l'administration Trump pour aller chercher les économies dont le pays a besoin ? Je sais pas. Vous savez,
il ne faut pas être manichéen dans cette affaire, on s'est beaucoup découragé. Il y a eu tellement de tentatives de réforme de l'État, il y a eu en particulier un mouvement important du temps de Nicolas Sarkozy, avec des gens qui étaient très très bien à la tête de tout ça, et puis ça n'a pas abouti. C'est dur de ne pas se décourager, vous savez, c'est vraiment dur, hein. C'est tellement complexe. À la fin, il y a un sujet dans l'administration, c'est que les ministres n'ont pas le temps de gérer leur boîte. Et je dis boîte parce qu'un ministère, finalement... C'est l'administration. Bah oui, un ministère, c'est une grande structure humaine qui délivre, normalement, de l'exécution. Et ils n'ont pas une minute à consacrer à ça. Donc qui le fait ? Les grands directeurs d'administration centrale. Mais est-ce qu'ils ont le mandat de le faire réellement ? Pas vraiment. Et donc en fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un recours massif au cabinet de conseil qui a fini par être dénoncé avec les scandales McKinsey, blabla, qui était ridicule honnêtement. On a absolument besoin de conseils dans l'administration. C'est tellement difficile à bouger. Donc est-ce que le Dodge département américain va changer ça quand je vois la première méthode qui consiste à demander aux fonctionnaires de démissionner d'ici 6 mois? C'est d'une brutalité. Enfin, je peux pas. C'est à l'américaine. À l'américaine. Enfin, je peux pas recommander ça. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Et j'ai pas envie de taper non plus sur les fonctionnaires parce qu'il y a quantité de gens qui font un travail remarquable et qui sont des hussards noirs du service collectif. C'est compliqué, vraiment. Non, la BPI est intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle montre que une structure qui est entièrement privée dans son fonctionnement, entièrement, hein, mais avec une grande mission d'intérêt général, peut être une bête d'exécution, quoi. Vous nous confiez de nouvelles missions, mais on exécute dans la semaine, hein, et on fait des choses extraordinaires. Donc c'est peut-être une indication de ce que pourrait être un modèle futur pour... Plus que la recherche d'économie, c'est la recherche d'efficacité. Mais bien sûr, mais par le management. Par le management. Est-ce qu'il faut créer, comme le propose Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, une banque européenne de la décarbonation qui s'appuierait sur le fonds d'innovation pour financer les initiatives de décarbonation sans discriminer une technologie par rapport à une autre ? Il faut beaucoup de capital. Il faut beaucoup de garanties, surtout il faut dérisquer le capital privé. Le capital public, il y en aura de moins en moins parce que les États européens sont surendettés. Et la priorité, c'est quand même de mettre un terme à cette boule de neige de la dette. C'est une priorité vitale pour l'Europe. Donc il faut du capital privé. Le capital privé, il faut le dérisquer. Et le dérisquer par des garanties. Donc oui, il faut des gros fonds de garantie au niveau de l'Europe qui vont ruisseler vers les banques nationales, comme la BPI, lesquels vont dérisquer le capital privé dans leur pays. C'est ça qu'il faut faire. Je voudrais qu'on aborde juste un dernier point en fin de podcast sur la polémique Bernard Arnault, qui, fin janvier, lors de la présentation de ses résultats, des résultats d'LVMH, a critiqué la politique économique de la France et jugé que la surtaxation de l'IS dans le budget 2025 était une taxe sur le Made in France qui pousse les grandes entreprises à la délocalisation, notamment aux États-Unis où un vent d'euphorie souffle. Je cite Bernard Arnault. Et en ce sens, il a donné beaucoup plus d'écho à un concert de complaintes de grands patrons qui allait dans le même sens depuis plusieurs mois. Patrick Martin, Éric Trappier, Patrick Pouyanné, Luc Rémond, Rodolphe Saadé, Florent Ménégo, Alain Legris de la Salle, Guillaume Faury, Benjamin Smith, etc. Comment vous vous positionnez dans ce débat ? Est-ce qu'il a raison de tirer la sonnette d'alarme, Bernard Arnault ? Est-ce qu'il y a un risque de délocalisation pour cause de surfiscalisation en France ? En fait, on a eu Barnier pendant 6 mois et Michel Barnier avait 15 jours pour faire son budget et au bout de 15 jours, il a dit qu'il allait faire cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. Et d'ailleurs, à l'époque, Patrick Martin avait dit pourquoi pas, si vraiment tout le monde s'y met, etc. Bon. Et c'est sûr que Bernard Arnault n'est pas intervenu à ce moment-là. C'était avant l'élection de Trump et c'était avant cette espèce d'explosion d'optimisme et de ferveur au fond entrepreneuriale aux États-Unis. Qu'on peut, qu'il ne s'agit pas de juger, hein, mais qui est un fait depuis l'élection de Trump, autour du tout est possible, voilà. Et donc à cette époque-là, en septembre-octobre, il n'y avait pas d'un côté une Europe triste et de l'autre côté une Amérique avec une patate d'enfer. C'est le contraste, en fait, depuis l'élection de Trump qui crée la déclaration de Bernard Arnault. Parce que, encore une fois, le budget BRO... En France, la chose ne change pas. Par contre, aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite. Exactement. Ça déménage. Voilà. Donc, si ça avait été Kamala Harris, je pense que la déclaration n'aurait pas été faite. Donc, le contraste est terrible. Hein. Bon, l'autre raison, c'est que dans le budget Barnier, il y avait un équilibre d'efforts.
C'est-à-dire qu'on demandait un effort aux retraités, puisqu'on désindexait les retraitements en 6 mois. On demandait un effort aux salariés de la fonction publique, puisqu'on augmentait le délai de carence pour les arrêts maladie. On déremboursait un petit peu les remboursements. On demandait aux Français de travailler un petit peu plus. On demandait aux Français de travailler un petit peu plus. Et donc il y avait un équilibre global philosophique dans la structure du budget. Là, pour des raisons politiques qu'il faut absolument respecter, ça n'a pas été possible. Et donc les entrepreneurs ont l'impression d'être les seuls à faire des efforts. Sachant qu'il y a par ailleurs la possibilité d'un retour de l'impôt sur le capital, et donc ça les rend finalement très, très amers, et d'où cette déclaration. Compréhensible. Mais elle vient de là. Parce que vous dites souvent qu'il y a 4 sommets qu'on doit dépasser, la guerre, la démographie, le climat et l'immigration, et que pour y arriver, il va falloir déréguler, travailler plus, prendre des risques, innover et faire beaucoup d'efforts. On a l'impression que sur tous ces points-là, aujourd'hui, on ne va pas dans le bon sens si on prend votre définition. Non, on ne va pas dans le bon sens parce que la vie politique française est paralysée par la structure même des équilibres parlementaires. Ça n'a qu'un temps, on reviendra à des majorités. Donc, mais c'est vrai que déréguler, en fait, c'est comme le lean management dans une entreprise. C'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. C'est permanent. C'est une règle. La règle, c'est la dérégulation. Et donc, c'est pas un mauvais mot. Ensuite, la défense, il va falloir absolument augmenter le budget de la défense. Il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Ensuite, la retraite. Le sujet, c'est il faut accepter que l'espérance de vie augmente. Donc, il faut qu'on arrive un jour ou l'autre, comme les Italiens l'ont fait, comme les Portugais l'ont fait, à indexer notre régime de retraite sur l'espérance de vie. Et on en aura fini des réformes. Tant que l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé, la durée d'activité doit augmenter. C'est ce qui est inévitable. Absolument inévitable. Il faudra introduire par ailleurs un comportement de capitalisation. C'est inévitable aussi. Donc tout ça, ça va finir par se faire. Il faut juste le marteler tout le temps. Ce que les entrepreneurs font. Et effectivement, la raison de leur excitation du moment, c'est qu'ils ont l'impression de faire les efforts que le reste du pays, pour l'instant, ne fait pas encore. Dans ce podcast, il y a un dernier exercice auquel l'invité doit se plier. C'est un portrait chinois en quelques questions simples, revisité par mes soins. Il faut répondre du tac au tac, presque sans réfléchir. Si vous séchez ou ne savez pas, vous pouvez passer. Quelle est votre devise professionnelle si vous en avez une ? Hardi petit. Votre principal geste écolo pour réduire votre empreinte carbone ? Bon, j'ai pas de voiture. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit ? Éditeur. Vous êtes plutôt ChatGPT, Gemini ou DeepSeek ? J'ai copilote sur mon téléphone. Train, avion ou voiture pour vous déplacer dans l'Hexagone ? Train. La qualité première d'un dirigeant ? Absorber le stress de son organisation. Le défaut dont vous n'arrivez pas à vous défaire ? Le défaut, la libre parole. L'appli que vous utilisez le plus ? L'appli que j'utilise le plus ? Ouais. L'email. Et votre endroit préféré dans le monde pour décompresser ? Oh là, le Sénégal. On arrive au terme de ce podcast. Merci infiniment Nicolas d'avoir échangé avec moi sur l'hypertransformation de la France. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une dernière pensée à nous partager en réponse à une question essentielle que je ne vous ai pas posée ? Quand on veut, on peut. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode du podcast de l'hypertransformation by SIA. Merci à tous.